Bon, bah bonjour à toutes et à tous de nouveau. Je suis Inès Laitano. Je travaille à l'Université Paris 8. Je suis enseignante-chercheuse au laboratoire Paragraphe. Merci Geneviève et merci aux organisateurs de TIC d'avoir accepté ma communication. Communication qui porte sur un travail en cours, enfin même un travail qui vient de commencer et donc que je voudrais discuter avec vous. C'est le but, même si on n'a pas trop de temps. Donc je vais essayer de moins être très synthétique enfin, je vais essayer pour laisser la place aux questions. Et donc, travail dans lequel j'ai été très épaulée par Adama Diourt, qui est un collègue de Paris 8, chargé d'études statistiques au pôle pilotage et observatoire de la vie étudiante. Donc, je pourrais expliquer après un peu plus qu'est-ce que c'est à ceux qui ne sont pas en France. Voilà. Donc, ma présentation va s'articuler de manière très classique. Je vais vous présenter les notions, les concepts qui guident cette exploration, mon terrain, ma méthodologie, et les quelques premiers résultats que nous voyons dans ces données. Donc, c'est bien un travail quantitatif, mais pour faire le lien avec ce que vous avez dit qui était très intéressant, moi ce que je pense, c'est que ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde dans ces données, quelles sont les variables qu'on va aller regarder. Et donc voilà, notre réflexion a porté un peu là-dessus. Alors, comme je parle d'accessibilité numérique, je vais commencer par sa définition, au moins par sa définition la plus partagée aujourd'hui, qui est celle des standards d'accessibilité et des lois en vigueur dans plusieurs pays. Cette définition dit qu'un contenu numérique est accessible s'il est conçu et codé de manière à que les personnes dites handicapées puissent l'utiliser. Alors, je mets l'accent sur conçu et codé, c'est-à-dire c'est une définition qui parle des conditions de production de ce contenu numérique. Et qu'est-ce qu'ils entendent par que les personnes puissent l'utiliser? Eh bien, qu'ils puissent le percevoir, l'opérer, dans le sens d'interagir avec ce contenu, le comprendre et que le contenu soit assez robuste pour qu'il soit compatible avec les évolutions technologiques des années à venir. Alors, justement, puisque cette définition met l'accent sur les conditions de production, elle n'est pas du tout dans les conditions d'usage. Et donc, c'est là où je veux faire une différence entre une accessibilité qui est potentielle dans les standards d'accessibilité, puisqu'elle porte sur les contenus et elle se projette sur des usages possibles, imaginés, futurs, mais n'est pas du tout dans l'observation des usages réels, de la vraie vie. Et donc, l'accessibilité réelle, cette possibilité d'utilisation réelle, elle pose des questions au-delà de la lisibilité ou de la manipulation d'un contenu. Et ces problèmes, ces questions ont déjà été relevés dans une littérature enfin pas très grande malheureusement. Donc si on reste sur le plan technique, il y a la question de compatibilité entre ce contenu et l'équipement de l'usager, tout simplement. Mais il y a aussi le niveau de maîtrise qu'a l'usager de son équipement et du domaine des contenus. Et puis aussi, il y a toutes les questions de l'intentionnalité de communication de ce contenu. C'est ce que moi, j'ai particulièrement travaillé dans ma thèse et après. C'est que si ce contenu, c'est une publicité en ligne, eh bien, c'est un contenu qui cherche à inciter l'usager. Et donc, il ne s'agit pas tout simplement d'une question de lisibilité, clairement. Pareil, s'il s'agit d'un jeu, eh bien, il y a aussi une capacité à amuser l'usager qui devrait être prise en compte dans ces questions d'accessibilité. Donc, on voit que l'accessibilité numérique, la possibilité d'utilisation du numérique
elle exige, à mon avis, hein, une observation beaucoup plus située. Hein, et c'est en ça qu'elle rejoint aussi les sciences de la communication et de l'information, située socialement et culturellement. Et donc, le cadre théorique que j'ai trouvé très pertinent pour analyser l'accessibilité numérique de façon située, c'est l'approche situationnelle du handicap, hein, qui est, dans son vrai nom, c'est le modèle de production du handicap. Il a été élaboré par un anthropologue canadien qui s'appelle Fouché Relas et son équipe, qui est maintenant une équipe internationale d'ailleurs. Et donc, pour vous expliquer ce modèle en 3 mots, Fouché-Relas considère que le handicap est en fait le résultat d'une interaction entre un individu et son environnement dans la réalisation de ses habitudes de vie. Et donc, la personne, qu'est-ce qu'il va aller... Enfin, la personne, pour lui, c'est des traits identitaires, un système organique, un corps, évidemment, et des capacités. Et des capacités à marcher, à maintenir l'équilibre, mais aussi à retenir quelque chose dans sa mémoire. Et les facteurs environnementaux sont tous les contextes physiques, mais aussi sociaux, dans lesquels cette personne se développe. Et la force de ce modèle... alors, je ne devrais pas entrer là-dedans, mais bon, en 2 mots. La force de ce modèle pour l'explication du handicap et pour ce qu'on connaît comme le modèle social du handicap, c'est le fait d'avoir séparé capacité d'habitude de vie. Parce que les capacités sont ce que mesurent les kinésiothérapeutes dans des contextes standardisés, alors que les habitudes de vie, c'est les habitudes dans le sens de la sociologie et de Bourdieu. Et l'habitude, c'est voilà, construit socioculturellement, orienté vers un but, et donc qu'on ne peut pas considérer en dehors des contextes physiques et sociaux. Et il dit aussi que dans ce modèle de production du handicap, ce qui va être facilitateur ou obstacle des réalisations des habitudes de vie, ce sont les facteurs environnementaux et les facteurs identitaires. Donc c'est eux qui vont soit faciliter, soit entraver la réalisation de ces habitudes de vie. Et c'est pour ça que vous avez vu dans mon titre, je m'arrête sur ces 2 dimensions. Alors, comment est-ce que Fouché-Relas et son équipe proposent de mesurer les situations de handicap ou de participation? Parce qu'ils ont aussi beaucoup travaillé là-dessus, pas forcément sur le numérique, mais sur toutes les situations de handicap qu'une personne peut rencontrer au cours de sa vie. Ils proposent de le mesurer par la réalisation ou pas des habitudes de vie, par le type et l'intensité d'aide requise pour réaliser ces habitudes et par le degré de difficulté. Et donc là-dessus, je m'arrête sur l'aide requise parce que ça me paraît important parce que c'est aussi un critère qui revient lorsqu'on regarde la littérature sur les compétences numériques. Hein, le référentiel de compétences numériques qu'on évoquait hier soir, quand il définit des niveaux d'autonomie numérique, eh bien, il le fait en fonction de l'aide dont on a besoin pour utiliser le numérique. Donc, une personne qui n'a pas beaucoup de compétences, c'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé, accompagné, et une personne qui est autonome est quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul. Donc, on voit là, mais c'est encore une piste à explorer, hein, que l'utilisation du numérique serait une activité individuelle, dans le sens où on est seul face à nos écrans et que les habitudes de vie qui sont médiatisées par le numérique sont conçues pour être réalisées individuellement, comme l'inscription à l'université, pour donner un exemple très concret. Et puis, j'ai aussi mis l'accent sur l'intentionnalité, même parfois l'injonction. Hein, à l'université, on peut s'inscrire que
en ligne, il n'y a pas de plan B, et qui pour moi différencie l'accessibilité de toute la littérature sur les usages et sur les non-usages du numérique. Parce que quand on regarde ce qui a été fait sur les non-usages, en général, on va se demander pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas utiliser le numérique. Donc là, ce n'est pas une question de ne pas vouloir, c'est juste une question de ne pas pouvoir. Et voilà. Donc, alors j'ai eu la chance d'être intégrée dans une enquête qui s'est menée il y a très peu dans mon université, donc pilotée par le Pôle handicap et cet observatoire de la vie étudiante. Le Pôle handicap, en 2 mots encore, c'est un service de l'université qui existe depuis 2003 et qui répond à des besoins d'étudiants. Donc les étudiants s'y manifestent de façon volontaire, c'est-à-dire personne va les chercher. Et il y en avait en 2022-2023 535 inscrits dans ce service. Et donc on a mené tous ensemble une enquête diffusée par mail. Hein. C'est le mode de passation qui est utilisé par ces observatoires entre mai et août de 2023. Donc le passage en ligne est effectivement une limite hein, dans le cas qui nous intéresse, mais on pourra y revenir. Ça a par contre l'avantage d'enquêter sur des pratiques qui sont extraordinaires dans le sens où elles n'ont pas une... Les pratiques numériques sont des pratiques qui ne nécessitent pas d'une grande conscience ou rationalité de la part des acteurs. Et en général, la littérature sur le questionnaire en sociologie dit que le questionnaire est effectivement un bon choix méthodologique lorsqu'il s'agit de ce type de pratique. Et donc, les données de ce questionnaire, avec l'aide d'Alama, nous les avons exploitées dans une démarche explicative, c'est-à-dire d'essayer de trouver quels sont les déterminants identitaires et environnementaux, vous l'aurez compris, de ces pratiques en ligne des étudiants. Alors, je vous montre... donc, on a eu... Il me reste 2 minutes ? Ah là là, ça va être compliqué. Ouais. Donc, nous avons eu 171 réponses, ce qui correspond aux 32% de la population qui était inscrite à ce... Oui, les collègues de l'Observatoire étaient surpris. Donc, je vous épargne des caractéristiques de notre échantillon, donc des personnes qui ont répondu et de l'indice d'accessibilité que nous avons construit sur la quinzaine de questions qui portaient sur les pratiques numériques pour vous mener tout directement aux premiers résultats. Donc, ces premiers résultats, je vais vous les présenter donc par identitaires et environnementaux en reprenant les termes de Fougère-Relas et par ceux qui ont plus produit des situations de handicap ou plus produit des situations de participation. Et donc, dans les traits identitaires qui ont révélé plus de situations de handicap, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a les moins de 30 ans, alors qu'on pense en général que les jeunes seraient plus aisés avec le numérique que ces aînés. Eh bien, non, on a les moins de 30 ans. On a les primo-arrivants à Paris 8, hein, donc aussi une question d'expérience avec ces pratiques. On a les titulaires d'un bac pro ou techno. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis désolée pour les non-francophones, mais j'imagine que ça va beaucoup ressembler dans les pays voisins. On a les étudiants qui habitent seuls, sans enfants, qui sont dans des catégories socioprofessionnelles inférieures, dans leur foyer d'origine, ses parents. Et on a les étrangers, très surreprésentés, et en particulier les étrangers d'Afrique du Nord. De notre population à Paris 8, qui est très particulière, nous avons 20% d'étudiants étrangers. Dans les traits identitaires qui vont
déterminer la participation, nous avons les Master 2, les réinscrits à Paris 8, hein, les salariés. C'est la tranche de 30-39 ans qui est la plus nombreuse à s'en sortir. Et nous avons les étudiants en couple. Et dans les déterminants environnementaux, donc des situations de handicap, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que ceux qui sont plus nombreux à rencontrer des situations de handicap sont aussi plus nombreux à avoir des aidants, des accompagnants dans ces examens et dans ces cours. Donc, je n'ai pas eu le temps de détailler en quoi consistent les aménagements proposés par ce service handicap, mais on retrouve que ce sont eux ceux qui sont aussi plus en difficulté avec le numérique. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les mêmes besoins qui se présentent à l'heure de passer un examen ou de suivre un cours se présentent aussi lorsqu'ils sont seuls face à l'ordinateur. Évidemment, la validation ou le suivi de cette fameuse formation PICS dont on parlait hier soir a une incidence. Elle est très claire. Résultat étonnant, c'est que les étudiants en présentiel sont beaucoup plus nombreux que leurs pairs à distance à rencontrer des difficultés. Alors qu'on pourrait croire le contraire, hein, que sont ceux qui suivent à distance, ceux qui auraient plus de difficultés, puisque le distanciel passe essentiellement par le numérique. On a ceux qui habitent en résidence universitaire ou chambre d'étudiants. Donc encore l'isolement comme un facteur qui vient jouer. On a les utilisateurs d'aide technique, donc technologie d'assistance ou stratégie d'adaptation, qui complexifient forcément cette utilisation du numérique. Et on a aussi ceux qui sont aidés par l'entourage informel, pour le dire plus rapidement, camarades, amis ou famille, plus nombreux que ceux qui sont aidés par les professionnels de l'université. Ouais, c'est la dernière. Donc, déterminant de la participation, ceux qui ont suivi la formation, ceux qui sont aidés par les professionnels, je l'ai déjà. Ceux qui ont des temps majorés ou des temps de pause, hein, comme si la question du temps aussi, lorsqu'on est avec le numérique, je crois que ça a été évoqué, je ne sais plus si par vous, on a le temps de faire, on peut faire à son temps. Et c'est aussi ce qui est proposé par ces aménagements pédagogiques. Et ceux habitant un logement personnel. Donc, je conclus en 2 mots. J'espère, avec ce travail en cours, apporter de l'évidence empirique à cette question que l'accessibilité ne peut pas être réduite à une question de lisibilité, mais qu'elle est une question de participation sociale et de réalisation d'habitudes de vie. Je vous ai donné les pistes de quelques déterminants. Certains confirment ce qui a déjà été montré par les études des usages numériques, mais d'autres sont assez propres aux situations de handicap. Et bien, on continuera par des entretiens, évidemment, individuels et par une analyse des différents domaines des pratiques. Parce qu'on a posé des questions sur l'administration, on a posé des questions sur les cours, on a posé des questions dans les différents domaines de l'université. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Inès.